On a parlé de conflits, on a parlé de médiation, on a parlé d'enquête, on a parlé de tension, d'émotion, de non-dit, de procédure, de responsabilité, mais pour clore cette série, j'ai envie de poser une question inconfortable. Et si, dans tout ça, on se trompait parfois de cible? Et si, au lieu de transformer les organisations, on transformait surtout les individus? Et si on était en train de psychologiser ce qui relève au fond de choix organisationnels? Aujourd'hui, on va parler d'un glissement subtil, un glissement qui a l'air bienveillant, un glissement qui parle de développement personnel, d'intelligence émotionnelle, de résilience, de gestion du stress, mais qui parfois déplace la responsabilité. Pour commencer, je vous propose qu'on élargisse un peu le regard. Et pour ça, je vais faire appel au sociologue Erving Goffman. Il a écrit une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui dit « La nature la plus profonde de l'individu est à fleur de peau, la peau des autres ». En quelques mots, ce qu'il nous dit, c'est que nous ne sommes jamais isolés. Nous sommes façonnés par les interactions, par le regard, par la scène sociale. En fait, Goffman, il expliquait que nous sommes toujours, d'une certaine manière, en représentation. Nous ajustons nos comportements en fonction du contexte. En fait, on joue des rôles, on protège notre face, si je peux dire ça comme ça. Alors, quand un conflit éclate au travail, quand une personne dérape, ce n'est pas seulement une question de tempérament. C'est une interaction prise dans un cadre organisationnel. La fissure, en fait, elle apparaît quand les contraintes, les attentes et les ressources ne s'alignent plus. En gros, quand le rôle devient impossible à tenir. Et ce désalignement a une origine très concrète. Il naît en fait souvent de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, c'est ce que l'organisation attend. Ce qui est écrit dans les fiches de poste, les procédures, les objectifs. Et à côté de ça, vous avez aussi le travail réel. C'est ce que vous faites concrètement sur le terrain avec ces contraintes, les imprévus, les ressources insuffisantes. Et entre les deux, il y a toujours un écart. Sauf que dans certaines organisations, cet écart il devient abyssal parce qu'on vous demande de produire plus avec moins, d'être disponible et de vous déconnecter, d'être autonome et de rendre des comptes tous les jours. Ce sont des injonctions contradictoires, des demandes incompatibles auxquelles en fait il est littéralement impossible de répondre. Et pour revenir à Goffman justement et sa fameuse phrase « La nature la plus profonde de l'individu est à fleur de peau », la peau des autres, oui, j'aime beaucoup cette phrase, eh bien, la responsabilité ne peut pas être uniquement individuelle, elle est relationnelle, elle est organisationnelle, elle est même structurelle en fait. Et si on suit Goffman jusqu'au bout, il faut aussi regarder la scène elle-même. Parce qu'une organisation définit le décor, distribue les rôles, fixe les attentes, impose les contraintes. Et ça, je vous l'avoue, je l'ai vu concrètement. Parce que quand j'interviens dans une équipe en conflit, les gens me parlent surtout des autres, de leur caractère, de leurs attitudes, de celui qui ne joue pas le jeu, de celle qui prend toute la place. Et puis, quand on creuse le travail réel, ce que les gens font vraiment, concrètement au quotidien, on découvre autre chose. On découvre que chacun dans sa propre logique essayait de remplir à des demandes incompatibles. Le conflit, en fait, la plupart du temps, n'est pas vraiment entre les personnes, il était dans l'organisation. Les conflits ne surgissent pas dans le vide. Ils émergent souvent dans des contextes de surcharge, d'ambiguïté des rôles, d'injonctions contradictoires, de perte de confiance ou d'injustice perçue. Sauf que les difficultés au travail sont de plus en plus lues à travers une grille psychologique. On va d'ailleurs souvent vous parler d'adaptation, de développement de soi, de gestion émotionnelle. Mais vraiment beaucoup moins de charge de travail, d'injonctions contradictoires, de sous-effectifs, de culture organisationnelle. En fait, on entend tout le temps comment mieux gérer ton stress. Mais est-ce qu'on passe pas à côté de la vraie source du problème? Est-ce qu'on ne rate pas la bonne question qui serait pourquoi ce travail génère-t-il autant de stress? On pourrait se demander pourquoi ce manque de réflexion est si courant? Pourquoi les organisations y reviennent-elles systématiquement? En fait, il y a plusieurs réponses et je vous dirais qu'elles se complètent. La première raison, c'est plus simple. Changer une personne, ou du moins lui dire qu'elle doit changer, est plus facile que de revoir une organisation entière. Remettre en cause la division du travail,
les objectifs, les systèmes de contrôle. C'est une opération complexe, coûteuse, et qui implique de reconnaître que des choix managériaux ont peut-être été mauvais. La psychologisation offre une sortie parfois, on va se le dire là, plus économique. Deuxième raison à tout ça, la demande. Parce que la souffrance est réelle. Et les gens, ils veulent quoi? Forcément, ils veulent des réponses, puis c'est normal. Sauf que les réponses qu'on leur propose vont souvent être individuelles. Coaching, mindfulness, et j'en passe, tout ça arrive très vite. Tout ça, c'est visible, ça rassure à court terme, c'est facile à mettre en place, et en plus, tout ça, c'est pas très coûteux. Tandis que les réponses organisationnelles, elles, prennent du temps et impliquent aussi des désaccords. Alors que si la souffrance vient de vous, l'organisation, elle est hors de cause. Et tout ça, ce n'est pas qu'une question théorique. La psychologisation a des effets très concrets sur les personnes et sur les organisations. Pour les individus d'abord, parce que quand on vous dit que vous êtes peut-être en burn-out parce que vous manquez de résilience, que vous souffrez parce que vous résistez au changement, que vous n'allez pas bien parce que vous ne gérez pas bien vos émotions, vous faites quoi? Vous intériorisez cette explication. Vous vous sentez peut-être défaillant. Vous vous remettez en question. Et paradoxalement, vous investissez de l'énergie dans votre propre transformation plutôt que dans la demande de changement de vos conditions de travail. Mais en vrai, à court terme, ça peut quand même fonctionner. Les gens vont un peu mieux après un atelier de gestion du stress. Mais les facteurs qui produisaient le stress n'ont pas changé. Quelques mois plus tard, les mêmes problèmes ressurgissent, et souvent amplifiés d'ailleurs. L'organisation se retrouve dans un cycle de souffrance, intervention, souffrance, intervention, souffrance. Vous avez compris, on sort pas de la boucle. Et collectivement, la psychologisation affaiblit la capacité à nommer les problèmes pour ce qu'ils sont. Si chaque souffrance est une fragilité individuelle, il n'y a plus de problème collectif à résoudre ensemble. Il n'y a que des individus à prendre en charge un par un. Tiens, d'ailleurs, si on reprend tout ce qu'on a vu dans cette série, quand on a parlé de conflits, on a vu que derrière les affrontements apparents, il y avait souvent des malentendus structurels, des rôles flous, des attentes contradictoires, des marges de manœuvre inégales. Le conflit, en fait, il n'était pas dans une incompatibilité de personnalité, il rêvait surtout d'un système qui était sous tension. Puis on a parlé aussi de médiation. On a compris que l'enjeu n'était pas seulement de rétablir la communication, c'était aussi de clarifier le cadre, de redéfinir les responsabilités, parfois même de revisiter peut-être les règles du jeu. Une médiation qui ne questionne pas l'organisation, elle risque quoi? Elle risque de renvoyer les personnes à leurs émotions sans toucher aux causes. Et enfin, on a aussi parlé d'enquête. On a vu qu'elle ne devait pas seulement établir des faits ou qualifier des comportements. Cette enquête-là, elle devait aussi interroger le contexte. Quelles conditions ont rendu ces gestes possibles? Qu'est-ce que l'organisation tolérait, encourageait ou laissait se développer? Bref, dans les 3 cas, le fil conducteur est le même. Ce qui se passe entre les personnes ne peut pas se comprendre sans regarder ce qui se passe autour d'elles. Alors, je vous laisse avec cette question. La prochaine fois qu'un conflit émerge, est-ce qu'on va chercher à ajuster la personne ou à interroger le système? Parce que le risque, c'est de transformer les individus en projets d'amélioration permanents pour éviter d'améliorer l'organisation. Et ça, ce n'est pas de la prévention, c'est éviter de prendre ses responsabilités. Sur ce, merci d'avoir suivi cette série, merci d'avoir toujours écouté, questionné, partagé. Si cet épisode vous a fait réfléchir, partagez-le. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous, prenez soin de votre équipe et prenez au sérieux les signaux que vos conflits vous envoient.